Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit sur meta.tv. Donc l'adresse a changé, ne nous cherchez plus, meta.tv. Et pour tous ceux qui pensent que le site est mort, non, c'est votre lien qui ne fonctionne plus. Il faut changer donc votre petit raccourci et mettre meta.tv. Sinon tout fonctionne normalement. Donc voilà, grand bonjour à la régie, grand bonjour aux modérateurs, grand bonjour à tous les métanautes pour une soirée spéciale ce soir avec nous, les Brigandes. Bonsoir. Bonsoir, enfin, au moins une brigande. Au moins une. Alors une, parce que oui, on va... parce que là déjà ils te voient, ils disent il y a un problème là. D'accord, on n'avait pas capté les Brigandes, d'accord. Donc... Les Brigandes, c'est des mecs. Les Brigandes, en fait, c'est des mecs et tout, c'est des mecs. Non, non. Ce sont bien des filles. Des filles. Voilà, donc on a avec nous Marianne et Maxime. Alors, vous êtes respectivement, donc on peut dire, la chanteuse leader quand même, et le compositeur, c'est bien ça Arrangeur, d'accord. Guitariste. Arrangeur et guitariste. Voilà. Donc, les Brigandes, on est bien content de vous recevoir parce que vous faites parler de vous sur Internet avec des vidéos, beaucoup de vidéos en plus, alors, de chansons que on pourrait interpréter comme de la chanson française, mais avec des thématiques qui sont des fois, j'ai envie de dire presque des choses très lourdes, mais avec une chanson plus légère dessus, et pourtant ça n'enlève pas le problème que vous soulevez des lièvres au travers de vos chansons. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler. Les gens vous connaissent beaucoup dans vos clips, mais on ne vous connaît pas vraiment. On n'est pas souvent invité dans les médias. Alors on ne vous voit pas souvent, c'est vrai. Je ne vous ai pas vu au Grand Journal. Dans le Grand Journal. Ils ont essayé de nous inviter, pas le Grand Journal, mais... Ah d'accord. Ce qu'on peut essayer de préciser peut-être, c'est que en fait, comme on traite des sujets qui sont anti-système, c'est sûr que nos chansons ne sont pas les bienvenues sur les grands médias. On a essayé de nous inviter effectivement pour nous casser, mais pas forcément pour faire la promotion de nos CD. Votre promotion. Parce qu'on a sorti déjà 2 disques en une année. Donc, oui, alors il y a déjà en plus 2 albums. Alors, vous êtes, pour savoir qui vous êtes vraiment, parce que moi, à l'image comme le public, je vois... vous êtes 5 jeunes femmes, j'ai envie de dire. 7. Ah, d'accord, 7. Parce que on a un noyau de 3. Après, on est 5 avec les 2 choristes. Et puis, on est 7 pour les vidéos pour montrer d'accord, ok. Alors, quelque chose de conséquent. D'accord. Et après, il y a une équipe. Alors, il y a une équipe musicale aussi. On peut différencier le chant et la musique. Ou vous travaillez tous ensemble? On travaille tous ensemble. Il faut savoir que toutes les Brigandes sont instrumentistes, musiciennes. D'accord. Voilà. Et après, c'est vrai qu'on a un collectif d'artistes à l'origine où on fait de la musique pop aussi. On va dire des reprises. On a un groupe de musique pop années 60 où on fait des reprises. Dont fait partie Maxime, et où il y a aussi les maris des Brigandes qui sont musiciens. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un gros collectif d'artistes. C'est un gros collectif. Alors, vous êtes rencontrés comment? C'est quoi votre histoire, les Brigandes? Ça commence comment? C'est quoi la genèse des Brigandes? Alors, au tout départ, nous, on s'est rencontrés par le biais d'une revue, en fait, on va dire très contestataire, antimondialiste, qui s'appelait Undercover, qui était la revue de Joël Labruyère. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Oui, j'ai puis, parlé avec un de vos collègues. Donc, on va dire assez conspirationniste. Et puis, on s'est rencontrés avec les filles, avec certaines des filles, donc Christelle et Roxane, qui sont les 2 principales avec qui je travaille le plus, autour du centre de recherche contre l'ordre mondial. Voilà, avec lequel on a collaboré pas mal. Voilà. Et puis après, les autres, c'est des connaissances, des rencontres. D'accord, tout ça c'est venu se greffer, mais ça fait quoi, plusieurs années? Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Plusieurs années, et surtout comme on était musiciens, disons qu'on a essayé de vivre ensemble de façon à peu près intelligente, c'est-à-dire en faisant de la musique, en faisant ce qui nous plaisait, quoi. Et donc du coup, pour faire ce qui nous plaisait, il fallait qu'on s'entraide, et donc du coup, on a décidé de vivre un peu ensemble. D'accord, ah oui, de toute façon on en parlera, oui, parce que ça fait, il y avait eu des polémiques, mais justement c'est bien, comme ça on pourrait vous expliquer un peu sur... On vit pas tous ensemble, on vit rapprochés dans la même zone. On vivait dans la même zone en fait, parce que ça a été présenté... un peu façon, ils vivent tous ensemble et tout. Je sais pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'ils se font? Non, on vit pas ensemble, mais par contre, ensemble, on peut mettre des forces en commun, ce qui nous permet de faire beaucoup de choses, ce qui nous permet de faire 2 disques en 8 mois, quoi. Et de faire avec un clip pour chaque chanson. Oui, un clip pour chaque chanson. Alors déjà, comment vous travaillez tout ça aussi? Parce que
les chansons, les clips, vous avez quoi? Vous avez vos propres studios aussi? On fait tout à la maison. Ouais. C'est tout à la maison, c'est du home studio comme on dit. C'est assez semblable à Meta TV en fait. Ah bah c'est pareil aussi. C'est artisanal. Et les clips aussi, alors c'est qui? Vous avez quoi, quelqu'un, un réalisateur? Non, pas du tout. C'est vraiment. Alors au départ, on est professionnel au niveau de la musique, parce qu'on a un groupe aussi, on va dire mainstream. Mais après, on a avancé en travaillant et puis en découvrant en fait le domaine de la vidéo, par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est assez nombreux, chacun apporte. Chacun apporte sa touche. Pierre, voilà. Chacun apporte sa touche et puis on avait les gens. Les deux principales brigandes avec qui je travaille, Roxane et Christelle. Christelle, elle s'occupe de tout ce qui est graphique, donc tout ce qui est visuel, aussi bien des clips que des fois dans les clips on voit des peintures, aussi bien des costumes. Ouais, puis, comment dire, on voit que vous prenez soin à apporter des petites chorégraphies. Voilà, ça c'est plutôt Roxane, voilà. Elle est danseuse, en plus d'être artiste. On voit qu'il y a quand même de la réalisation derrière, enfin c'est voilà. pas... de la réalisation. Ouais. Et donc tout ce travail-là, donc vous le composez ensemble, d'accord. Et après, pour les montages, pareil. Tout pareil, tout ensemble. Ouais. Donc c'est beaucoup une espèce de travail de famille presque. Tout à fait, ouais. Bien sûr, ouais. Et pour faire donc cet album, vous avez mis combien de temps à peu près? Parce que ça allait vite. Celui-là, il a commencé en octobre. Octobre. En octobre. Ouais. Ça fait 7 mois. Ouais. En fait, on fait une chanson, on fait le clip, et puis après on fait une chanson, on fait le clip. Enfin, ça tourne comme ça, non-stop. Ah oui, alors c'est beaucoup axé sur les clips. Ça, c'est une volonté, j'imagine aussi, évidemment, de l'Internet, comme ça, vous balancez vos... on a remarqué que les gens étaient plus sensibles aux vidéos. Très sensibles aux vidéos, évidemment, puisqu'une vidéo, ça... Comme m'avait dit un jour, un réalisateur de vidéo m'a dit ça décuple l'intensité d'une chanson. C'est ça. Donc, parfois, on fait attention à ne pas faire une vidéo trop chiadée non plus, pour pas que ça desserve les propos, parce que pour nous, c'est vraiment les textes qui doivent être mis en avant. D'ailleurs, vous mettez les textes dans les clips, vous sous-titrez toujours les textes. Et c'est vrai qu'on met beaucoup la voix en avant par rapport aux instruments, pour que les gens comprennent bien le message. Mais comment vous écrivez justement, puisque vous êtes nombreux comme ça, l'écriture, ça se passe comment? C'est quelqu'un qui arrive, qui propose une idée ou alors on a Antoine que vous allez voir tout à l'heure, qui est notre documentaliste, qui est un jeune homme chercheur qui touche à beaucoup de sujets en fait. C'est le brain Antoine. C'est le cerveau du groupe. Ah, c'est le cerveau Antoine, d'accord. Voilà, et donc lui il a beaucoup d'idées, il nous propose souvent des thèmes, et puis on est plusieurs à écrire des textes. Il y a des amis qui nous en proposent aussi. C'est vraiment une grosse collaboration. Et les textes, c'est-à-dire que vous mettez d'accord entre vous, etc. Ouais, tout à fait. Voilà. Il y a un thème qui est proposé, puis après en général, il y en a un qui est plus inspiré par le thème, et puis il se dit bon. Je fais la chanson et après quelqu'un d'autre va donner un conseil. Oui, le refrain c'est mieux quand tu dis comme ça. Après c'est toi qui lises quand même la chanson. Quoi. En plus vous travaillez, j'ai vu, on pourrait dire d'un point de vue vocal, il y a beaucoup de chœurs communs, donc il y a vraiment une... Ça c'est le principe des brigandes. C'est le principe des brigandes, voilà. C'est le concept de départ. C'est votre patte, votre marque de fabrique un peu. C'est vrai que on a beaucoup de styles musicaux différents puisque c'est vraiment on touche à tous les styles en fait. Mais le liant, ce qui revient à chaque fois dans toutes les chansons, c'est ce côté effectivement chœur, de toutes les filles qui chantent ensemble. Voilà, les filles qui chantent toutes ensemble, les chœurs. Alors ça veut dire, il y a vraiment vous devez travailler pour converger tous ensemble. Donc c'est vraiment une communion, j'ai envie de... Ah ouais, bien sûr. Ouais. C'est la communion. C'est la communion, ouais. Non, mais c'est vrai que... Non, mais ça se ressent dans l'album. Bien sûr, ouais. C'est justement pour ça aussi que... C'est parce qu'on a cette façon de vivre ensemble aussi qui fait qu'on arrive à... Mais ça, je pense qu'il y a plein de groupes qui ont expérimenté ça. Nous, on s'est pas mal inspiré pour faire cette musique-là. Au début, dans tous les cas, on s'inspirait beaucoup d'un groupe comme Arcade Fire, par exemple, qui est un groupe indé de rock très, 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 très bon. Et c'est vrai que je voyais au début, quand ils faisaient vraiment quand ils étaient au top de leur carrière, on va dire au début, en 2008 à peu près, ils vivaient ensemble et ça se sent dans leur musique, quoi. Et ils sont complètement imprégnés ils se connaissent tellement bien que on les voit en live et il y a une espèce de synergie qui est là. Et à mon avis, ça se retrouvait même dans la musique hippie des années 60 où les gens vivaient ensemble. Les collectifs même du rap des années 90, à mon avis, il y avait aussi dans Sayansuke Super Crew, des choses comme ça. Oui, on appelait ça les crews. C'est vrai qu'il y a un côté effectivement vivre ensemble, familial, partageur. De clan, quoi. Même. Ouais, dans le hip-hop, il y avait vraiment eu cette idée de clan qui était là. Nous, ça nous a pas mal touché. Moi, je me souviens, j'avais 12 ans en 98. C'était vraiment le truc, quoi. Mais ce qui fait la particularité de nos chansons, c'est qu'elles sont toujours
là pour dénoncer quelque chose du système en place. Et on touche beaucoup de sujets, mais c'est ça qui fait aussi le lien entre les brigandes et leurs familles, qui fait qu'on s'est rassemblés. Vous êtes vraiment aussi dans, j'ai envie de dire, compact aussi quand même dans votre pensée, parce que justement, au niveau des sujets traités, il y en a pas, enfin j'imagine, non, que c'est déjà arrivé, il y en a qui disent « Ah non, ça on n'en parle pas ». On a eu des contacts, des relations avec des gauchos qui... quand ils ont compris quelle était l'idéologie majoritaire parmi les gens du collectif d'artistes qui sont partis Il y en a qui ont eu peur en fait quand on a commencé à faire des chansons un peu contestataires, parce que c'est vrai qu'au début, on a fait des clips, vraiment des clips, et on pensait pas forcément faire de disques en fait au départ. Donc, par exemple, quand on a lancé Antifa, on n'avait pas forcément quelqu'un qui faisait le son derrière, donc je lui avais envoyé, je lui avais dit fais du son pour internet. Parce que je pense pas qu'on fera un disque de toute façon, donc mixe-le vraiment pour internet. Et puis après ils ont eu peur parce qu'ils se sont dit mais non, les antifas vont nous tomber dessus, ça va être terrible, on va se faire attaquer. Ils sont tombés dessus d'ailleurs, non, ça va. La horde nous est tombée dessus, mais les antifas ne sont pas encore tombés dessus. Non, ça va. Touche du bois. Touche du bois. Mais donc oui, en effet, ça a créé des scissions dans notre groupe, et ce qui fait qu'après on a eu aussi pas mal d'attaques diffamatoires qui ont suivi. Oui, parce que évidemment, quand on aborde ces sujets-là, ce qu'on parlait, il y a des fameuses lignes rouges qu'on ne doit pas aborder. Alors vous, bon, les lignes rouges... C'est là où on tape sur le cochon, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Les lignes rouges, vous les avez un peu franchies, on va dire. Bah oui, parce qu'on a tapé aussi bien sur les francs-maçons que sur les antifas, que sur la classe politique. Sur les médias, il y a beaucoup de gens, Ouais. Oui. On a aussi des chansons positives qui sont là pour rassembler, où on traite des sujets comme le retour des héros. Ah oui, le retour des héros, et ça c'est très intéressant comme chanson. D'ailleurs, vous êtes très attaché donc, à un enracinement français, puisque c'est... c'est d'ailleurs le titre de l'album. Le titre de l'album, c'est France notre terre. Ouais. Et c'est aussi une chanson... Et on sent qu'il y a un amour de la France aussi, il y a quelque chose derrière, c'est ça qui sous-tend, en tout cas, pour moi, tout le reste, quoi, cette espèce d'amour de la patrie, c'est ça, c'est réel, c'est ça, c'est le... C'est vraiment la ligne on peut dire que c'est la départ, ligne, voilà. C'est-à-dire que nous, on est né en France, donc du coup, on est né sur la terre française, qui s'appelle France, avant elle s'appelait la Gaule, donc c'est cet espace-là sur lequel on vit, et donc du coup, c'est vrai que nous, on est un peu révoltés par ce qui se passe dans ce pays, quoi, et donc du coup, on voulait chanter, on voulait dire quelque chose, quoi. C'est notre manière d'exprimer au moins une révolte, quoi. Exprimer qu'il y avait encore des Français qui aimaient la France, et puis qu'il n'y avait pas... On n'était pas nés pour devenir américains et pour se transformer, vivre comme dans une série télé, et qu'on pouvait avoir des valeurs à défendre, et que c'était pas une honte d'être français, alors qu'à l'heure actuelle, il y a quand même un côté un peu honteux à aimer son pays, à dire qu'on aime la France. C'est vrai que le seul moment où on voit les drapeaux français sur les fenêtres, c'est pour la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde pendant les matchs de foot, lorsque c'est autorisé. Donc, est-ce que ça aussi, ça fait partie, justement, ce constat général de la situation du pays, justement, de votre engagement aussi artistique, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, vous liez aussi vos idées politiques et votre créativité d'artiste, quoi. Peut-être on peut rappeler comment ça a commencé, en fait, parce qu'au départ, on n'avait pas pensé les brigandes comme un concept, quoi. On était déjà regroupés, on était déjà en train de faire de la musique entre nous, et puis... Voilà, et puis on a découvert le chanteur, on n'a pas découvert Gilles Servat, mais on a appris qu'il empêchait le Front National de reprendre sa chanson La Blanche Hermine, qui trouvait ça aberrant que l'extrême droite chante sa chanson, qui était une chanson quand même patriotique. Tout à fait patriotique. Puisqu'elle traitait de la chouannerie. Et donc nous, on a trouvé ça complètement dingue qu'un auteur-compositeur revendique à ce point-là ses droits d'auteur pour empêcher une partie des Français de chanter sa chanson, quoi. Donc on s'est amusé à faire une chanson parodique où on disait non, je n'ai pas de mots pour les gauchos bretons, ou bien ils sont schizos ou alors trop cons. Donc voilà, donc Servat n'a pas trop apprécié, et donc il nous a fait retirer la vidéo de YouTube. Et en fait, on a eu à ce moment-là ce qu'on appelle un buzz, où il y a eu beaucoup de gens qui se sont manifestés pour dire « mais c'est génial ce que vous faites, pour la première fois on entend une chanson qui parle comme ça ». Puis qui dit très librement, une femme qui dit très librement ce que beaucoup de gens pensent tout bas, quoi. Voilà, donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient meurtris en fait dans leur pays, qu'il n'y avait personne pour les défendre, qu'il n'y avait personne pour parler pour eux, pour véhiculer des idées positives sur la France, et pour justement critiquer... la pensée mainstream qu'on entend partout dans tous les médias.
Et du coup, voilà, en voyant qu'il y avait un public qui existait, on s'est dit, c'est intéressant, on va pouvoir faire quelque chose. Vous avez poussé un peu après l'expérience, d'accord. Parce que, évidemment, là, moi je vois vos clips, voilà, ils ont pas mal de vues sur Internet, ça prend, parce que quelque part, le message en fait de fond, beaucoup de gens l'entendent. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dedans. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dedans. Qui se reconnaissent dedans, qui sont contents de voir des jeunes femmes qui chantent des choses dures, quoi. Parce que oui, alors ça justement, ça me fait presque penser à South Park des fois. South Park, il y a le côté des petits personnages et tout, et puis des dialogues qui sont assassins. Et là, c'est un peu pareil. On voit des jeunes femmes qui chantent, d'apparence, en tout cas une chanson qui peut paraître douce, mais des paroles qui sont assassines des fois. C'est la force de notre produit, on va dire. Dans le sens où, c'est ça, c'est le contraste entre la virulence des propos et puis la forme très sympa des petites nénettes qui sont là à danser, à jouer de la harpe et de la flûte. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vraiment, vous êtes presque, on peut dire, un groupe, il y a quand même une démarche politique, quoi, dans votre démarche, quand même. Ah oui, une démarche politique, quoi. Clairement, on ne peut pas le cacher. Clairement, on ne peut pas le cacher, quoi. Voilà. Non, parce que c'est très rare, finalement, les artistes qui ont une vraie démarche politique et puis qui l'assument. Parce que, disons que s'ils en ont une, en général, ils savent qu'ils vont se faire rapidement taper sur les doigts. Ou alors, ils ont une démarche politique de gauche, comme des gens comme Bernard Lavillier ou des gens comme ça. Quoi. À ce moment-là, ils sont... Oui, à ce moment-là, ça passe bien, quoi. Les artistes sont de gauche. Moi, j'avais fait une émission ici. Pourquoi tous les artistes sont de gauche? Ah oui. Une question. C'est une nécessité ils ont envie de gagner leur vie. Pour gagner leur vie. Et alors, en plus, vous connaissez en plus les deux mondes parce que, donc, avec les Brigandes, on va dire que c'est plutôt l'underground, plutôt quelque chose un peu plus spécial, comme on pourrait dire, comme une niche un peu. En tout cas, ça s'adresse à un public un peu plus spécialisé. Alors que vous me dites que vous avez d'autres choses, que vous faites des activités qui sont beaucoup plus mainstream. Ça se télescope un peu? Il y a une incidence l'un sur l'autre? Ça se télescope au niveau de l'influence musicale. Parce que ce qu'on fait, c'est pour pouvoir gagner notre vie, justement. On monte sur scène. Et on fait des reprises de musique pop années 60. Et donc, du coup, ça se sent beaucoup dans nos chansons, dans les musiques des Brigandes, parce que c'est sûr que ça a une teinte. On avait travaillé pas mal. Nous, on a été pas mal influencés, comme on a dit tout à l'heure, par la musique des années 60. On avait commencé par faire cette musique-là parce que, justement, on n'avait pas forcément l'idée de percer en faisant des musiques originales. Donc du coup on avait trouvé ce créneau de la musique des années 60 qui nous permettait de vivre en fait tranquillement. Et puis en même temps c'était une musique, moi j'ai appris la guitare en écoutant Jimi Hendrix pendant des heures et des heures, donc la musique des années 60 je connaissais quoi, c'était du blues principalement, donc c'est pour ça que la plupart des chansons des Brigandes, il y a cette teinte un peu Bob Dylan, blues, blues folk, on va dire. Ouais, blues folk, ouais. Et c'est vrai que ça se ressent vraiment à travers ça, quoi. Le pont entre les deux, c'est ça, quoi, on va dire. Après, au niveau des propos, il n'y a aucune similitude. C'est profondément chanson française aussi, je trouve, sur certaines chansons. Il y a vraiment un côté chanson française. L'idée, c'est aussi de faire une musique que les gens peuvent... de travailler sur la mélodie, quoi. Donc une musique que les gens peuvent reprendre, qu'ils peuvent chanter, chantonner, que des enfants même peuvent reprendre. On a souvent dit ça dans les interviews, c'est vrai. Nous, on a des enfants et une bonne chanson, c'est quand ton petit enfant il reprend ta chanson, quoi. Il sait que t'as un truc qui colle bien, quoi. C'est vrai que nous, ils chantent La Loge des Jacobins, quoi. En enfer aussi, ça doit être marrant. Non, parce que vous avez vraiment les bons petits refrains, c'est vrai. Les refrains, parce que les refrains, ils sont importants. Et c'est vrai que dans la musique des années 60, même la musique yéyé, qui est un peu stupide, quoi. Mais les gimmicks sont là, quoi. Et même après, on voit dans la... En fait, la house, elle a gardé que les gimmicks en fait, de la chanson. On peut pas dire que c'est que des gimmicks qui se... Mais c'est vrai qu'on a ce truc-là, ouais. De faire des mélodies assez belles et puis des refrains qui se retiennent. Ouais, qui se retiennent, oui. C'est pour ça que vraiment l'écriture, puisque c'est pour ça que je me dis, je sais pas, j'imagine une séance de travail, comment ça se passe? C'est quoi? Si tout le monde vient, on écrit? Non, c'est pas comme ça. Non, c'est l'autre qui a écrit son truc, qui vient, qui propose et qui dit, voilà, moi j'ai fait ça, voilà. En fait, les séances vraiment de groupe, c'est quand on commence à travailler vraiment sur la musique, avec la batterie, avec tout ça. Après, il y a des séances pour voir pour l'arrangement, mais l'arrangement, ça se fait, comme on travaille beaucoup
on doit travailler assez vite en fait. Au départ, on a dû travailler assez vite. Donc du coup, on n'avait pas forcément le temps de se réunir tous pour voir comment la chanson naissait, quoi. Bon, c'était bien un défi de travailler un peu comme les Beatles, tu vois, de sortir le plus de chansons possible, le plus de tubes c'est vrai qu'on possible. Pas mal enfermé dans un studio aussi. À un moment donné, on sortait une chanson, un clip par semaine, quoi, l'année dernière, donc c'était pas évident, quoi. Non, c'est du gros boulot. Non, mais quand on sait que toute la chaîne de production, parce que à la fin, en plus, vous avez un CD, parce que ça... Alors, on en parlait justement, les CD, puisqu'aujourd'hui c'est très difficile. Vous n'êtes pas distribué, il faut bien le dire. D'ailleurs, comment on le fait pour trouver des CD? Il faut aller sur votre site. Alors, c'est sur notre site internet qui s'appelle lecomitédesalutpublic.com. Oui, alors le comité de salut public. D'ailleurs, c'est quoi alors ce comité de salut public? Parce que c'est eux qui hébergent vos vidéos aussi. Alors, c'est nous, hein. C'est vous. C'est juste un autre nom, mais c'était pour faire référence, donc évidemment, au comité de salut public révolutionnaire qui avait assassiné, génocidé les Vendéens. Tout à fait. Et donc, c'était une manière de rappeler un peu la culpabilité de la République dans cette affaire. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le nom des brigandes, qui étaient donc les femmes des brigands vendéens qui se sont battues contre les républicains. D'accord, c'est ça l'origine du nom, les brigands. Les brigandes, elles sont nées vraiment, quand on a fait la chanson de Gilles Servat, en fait, justement Antoine il était en train d'étudier toutes les œuvres de Reynal Sécher. Ah ouais, Reynal Sécher, oui. Reynal Sécher et Alain Girard. Alain Girard qui a écrit les archives de l'extermination. Donc il a juste en fait été prendre dans les archives de l'armée française toutes les archives de 1793 où les généraux disent voilà, on a marché sur les têtes des gens. Moi-même ici Philippe Landeux qui a fait le même travail en plus, qui a réuni toutes les archives, etc. J'ai reçu, son nom m'échappe mais il me pardonnera, mais qui est un disciple de Reynal Sécher aussi, qui a écrit aussi beaucoup sur ces... quand on était en Vendée, on parlait du métato tout à l'heure, voilà. Et ces sujets-là, donc ça vous... Moi je suis à Nantes, donc... D'accord. C'est un vrai chouin. C'est vrai que mon père, il avait dans son bureau des gravures de La Roche-Jacquelin avec si j'avance, suivez-moi, si je meurs, vengez-moi, si je recule, tuez-moi, si je meurs, vengez-moi. C'est la fameuse phrase qu'on nous avait sortie là-bas en Vendée. C'est ça, c'est Henri de La Roche-Jacquelin. Et puis donc du coup, nous ça nous avait vachement parlé parce que du coup là il y a un putain de génocide dont on parle jamais, quoi. France Inter se tait sur le génocide vendéen, ils inviteront pas Reynal Sécher, c'est dommage. Non, alors voilà, ce génocide, alors ça aussi, ça fait partie de votre univers. C'est un peu profondément anti-républicain. Complètement anti-républicain, 100%. Ouais. Quand on voit sur quoi s'est fondée la République, c'est vrai qu'on se dit ok, je comprends mieux pourquoi, dans quel monde je vis, pourquoi la France est telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas du tout été reconnu. À l'heure actuelle, les enfants à l'école, ils ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est que le génocide de Vendée. Ils ne savent absolument pas l'histoire de leur pays. Vaguement, et donc on voit que... Enfin, on nous le présente différemment. On nous dit les Vendéens, ils étaient traîtres, ils étaient des alliés des Anglais. Donc finalement... Et encore. Mais on voit, en fait, les trucs qu'on ne veut pas, on fait une demi-page dans le bouquin. Puis en fait, on n'en parle pas. Mais c'est assez terrible. Donc nous, on a découvert les conférences de Reynal Sécher justement sur internet où on voyait c'est des étudiants qui avaient filmé ça dans les amphis parce qu'il était prof à un moment avant de se faire virer de l'éducation nationale, n'est-ce pas? Ah, il a été viré de l'éducation nationale. Oui, forcément. En fait, il allait sortir sa thèse et puis il y a des gens qui sont sans doute des gens du ministère, qui est d'un ministère quelconque, qui ont dû venir le voir, qui lui ont mis un paquet de fric sur la table en lui disant faut pas sortir le livre. Et puis il a dit si, je vais sortir le livre. Donc du coup t'es viré. Voilà. D'accord, ouais. Donc du coup Reynal Sécher il est excommunié de l'université en fait. En France ça marche comme ça. Donc c'est même un sujet d'il y a 200 ans, il y a encore... Oui, parce que comme il explique bien dans ses cours à ses élèves, il dit voilà, il s'est passé ça, on a exterminé des gens en France, des Français ont exterminé des Français méthodiquement, scientifiquement, quasiment pour la première fois de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une méthode pour détruire... De manière monstrueuse, vraiment. Ah ouais, là on peut parler... Oui, les archives... Là on peut parler des fours. Là on peut parler de fours, d'extermination, il y a des... De tanneries de peau humaine. Voilà, de peau humaine, tout à fait. Ça c'est dans les archives de l'armée française. C'est dans les archives de l'armée française. Ah non, mais tout à fait authentique. Moi je veux dire, on a reçu Philippe Landeux ici même avec les archives et tout, on avait tout... Voilà. D'ailleurs, archives qui prêtent d'ailleurs les deux versions, parce que en fait la version des entre guillemets ceux qui soutiennent le génocide, les archives vont dans leur sens, et puis la version de ceux qui disent oui mais bon c'est pas tout, il y a aussi des choses dans les qui montrent que l'armée a eu un rôle aussi des fois aider les gens aussi. Ça c'est possible. On imagine bien que les généraux étaient pas tous barges,
Et puis en gros, il termine son cours en disant bah voilà, vous vivez dans le même régime politique qui a fait ça. Vous vivez dans la République française, c'est ce régime-là. On est passé de la royauté à la terreur. République il y a 200 ans. Donc du coup, évidemment, ça fait un choc normalement. Ça, c'est quand même... Alors, pour parler un peu d'histoire, mais c'est nouveau qu'en France, ce mythe de la Révolution française soit remis en cause, parce que c'est un des mythes fondateurs, en théorie. En fait, qu'on commence à comprendre qu'évidemment, c'est la République qui a amené qui est son propre mythe fondateur, mais il est admis comme presque un mythe fondateur de la France, elle, tout entière, parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir un homme politique, il va se référer à cette Révolution française. C'est l'exemple de l'événement par excellence qui représente la liberté, le savoir, enfin bon, on connaît les valeurs. L'idée que le peuple s'est révolté alors que le peuple était contre. Tout à fait. En fait, c'est une minorité de gens qui ont voulu... qui ont écrasé le peuple, en fait, qui ont détruit une partie du peuple. Ça s'était jamais vu en France, quoi. Voilà, et nous, ce qui nous a plu, c'est que le rôle des femmes des brigands donc, a été primordial dans la guerre de Vendée. Bon, au final, ils ont tous été exterminés et voilà, ça s'est très mal fini pour eux. Mais quand même, il y a eu une résistance et les femmes ont joué un rôle très important puisqu'elles soutenaient les hommes. Il paraît qu'elles les renvoyaient au combat avec les fourches quand ils revenaient parce qu'ils flippaient. Voilà, donc c'était vraiment des femmes fortes qui ont dû devenir très courageuses alors qu'elles ne l'étaient pas forcément au départ et encourager les hommes à être des guerriers, à ne pas se laisser faire. Et donc ça nous a beaucoup plu. D'accord, donc c'est bien de là l'origine, le nom des brigands. Les brigands. Voilà, le nom des brigands. Donc vous êtes forcément attaché à cette région. À la Vendée. À la Vendée. Oui. Bah, on est attaché. Oui, on n'a pas plus que ça, mais moi j'y suis né. Mais sinon c'est vrai que pour nous c'est un symbole en France. C'est le symbole d'une révolte extrême, quoi, en fait. Quoi. Une région qui a été quand même complètement décimée. Et c'est vrai qu'encore à l'heure actuelle, quand on y passe, on sent que c'est plombé, quoi. C'est encore présent. Alors ça m'a beaucoup étonné, moi, effectivement, de voir que c'était très dans les esprits, très très présent. Très présent. Même 200 ans après, c'est encore là. Puis même l'atmosphère du lieu est chargée, quoi. Particulière, oui, c'est particulier. Il y a un truc lourd, quoi. On le sent. Alors, j'ai vu aussi, il y avait des fleurs de lys partout dans vos clips, etc. Oui. Alors, c'est sûr qu'on est plus... Je me dis, vous êtes des monarchistes, c'est ça? C'est quoi? On est plus favorable à un régime monarchiste qui est naturel plutôt qu'à la République, à la démocratie, qui est finalement le pouvoir à celui qui a le plus d'argent, qui peut acheter les médias et qui au final se fiche totalement du sort de son pays et de son peuple, quoi. Et vous pensez que c'est possible, un retour d'un roi de France? Alors, j'ai déjà rencontré des monarchistes, on avait fait une interview d'Henri de Montalban qui a écrit le livre Le Retour du Roi, enfin, un roi pour la France, pardon, et qui, lui, pense qu'il y aura un roi qui reviendra en France. Peut-être, ouais. On n'est pas trop rêveurs, nous, en fait. On n'est pas trop rêveurs, disons, sur les dynasties sur un retour d'un roi issu des anciennes dynasties. Ouais. Ça, on n'y croit pas trop. Un roi, un Bourbon, on va dire. Un Bourbon, ouais, peut-être. Mais je sais pas ce qui. Apparemment, il y a Louis XX, par exemple. Il essaye de s'organiser. Déjà, il travaille dans la banque. C'est un bon point. mais après, non, ça n'a pas l'air d'être trop parti là-dessus, quoi. On voit pas trop, quoi. Disons que nous, on n'a pas une vision très utopiste de l'avenir, on va dire. Du coup, c'est pour ça on a un de nos messages, c'est vraiment de dire aux gens, rassemblez-vous, rassemblez vos forces pour vivre entre vous de manière cohérente, défendre les valeurs que vous avez envie de défendre, sans attendre que ça vienne du système, sans attendre que ce soit la politique électorale qui change les choses, sans attendre que ce soit le Messie qui arrive et qui unifie tout le monde et qui fasse que le grand soir, en fait, c'est un peu ce que vous avez mis en place un peu dans votre façon, on va dire, de vivre. Exactement. Disons, comme nous, on n'est pas vraiment démocrates dans le sens où c'est pas que les gens ne doivent pas donner leur avis, mais c'est dans le sens où on ne doit pas attendre que tout le monde fasse pareil. On ne pense pas en fait que tout le monde doit vivre de la même manière forcément en France, en fait. Et justement, le symbole de la Vendée, il est intéressant parce que avec la Révolution française, ça a été la fin, on va dire, vraiment la fin de la fin des régions en France, quoi. Et donc la fin des provinces. La fin des provinces et la fin donc de l'esprit féodal, en fait, véritablement. Tout à fait. Qui était basé sur les seigneurs, sur la chevalerie, sur la souveraineté des seigneurs, en fait, qui avaient après leur manière de faire, où il y avait toute une culture extrêmement variée, en fait, en France. Vous avez la France, c'est pas un peuple, c'est énormément de peuples en fait qui sont extrêmement différents. Et nous, on n'est pas démocrates, on veut pas que tout le monde vive de la même manière. On pense que justement,
bah, c'est très bien les royautés, les seigneurs et tout ça, les gens qui peuvent vivre différemment et surtout qui peuvent avoir aussi un système aristocratique avec une culture différente, des cultures... les Bretons, c'est les Bretons, les Aquitains, c'est les Aquitains, enfin, les Basques, c'est les Basques, et ils ont bien raison de parler encore leur langue. Parce que on voit pas... Si c'est pour que tout le monde parle anglais à la fin, on voit pas quoi. Ouais. Surtout on voit pas en fait cette grande union de la France. On a vu un reportage intéressant il y a quelques semaines sur la vision des anglo-saxons sur la France en fait. Ah oui, French bashing. Le French bashing. Ah bah, excellent reportage, oui, je l'ai mis de côté. C'est pourquoi les Anglais détestent la France. Oui, c'est ça. Voilà. Excellent, je le recommande. Et on se rend compte qu'ils considèrent que les Français sont devenus des moins que rien depuis 200 ans. Donc on se rend compte qu'il y a 200 ans, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La Révolution française. Et c'est vrai que depuis 200 ans, on cherche les grandes œuvres d'art. Alors on a Baudelaire, on a qui? On a Gérard de Nerval, d'accord, mais on n'a pas... En fait, on n'a pas l'expression vraiment artistique de l'âme du peuple français. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est Beaubourg, quoi. Enfin, il n'y a pas... Ça n'existe pas, Beaubourg, par rapport à Versailles, quoi. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est 1889, c'est pour ça. Ouais, la Tour Eiffel, c'est sympa, c'est un symbole. C'est quelque chose, c'est symbolique. Mais ça fait pas une œuvre d'art colossale, ça fait pas le château de Versailles. Ni le château de Chambord, ni la Joconde, ni quoi que ce soit. Donc c'est sûr que nous, on est plus pour un gouvernement, en effet, royal, on va dire. Mais on ne croit pas non plus qu'un gouvernement royal va pouvoir s'instaurer dans toute la France. Mais par contre, après, s'organiser de façon un peu clanique, on va dire, ça, pour nous, ça nous parle, ouais. Voilà. C'est-à-dire se regrouper avec les siens, et quoi, c'est vivre en autonomie au sens de l'approvisionnement, on cultive soi-même, ou alors c'est mettre ses ressources en commun. Pour l'instant, on n'est pas encore au stade autonomie, vraiment culture et tout ça, mais c'est vrai qu'on vit tous dans la même zone, on n'est pas loin les uns des autres, bon, en famille. Certaines familles sont à 2 familles ou 3 familles ensemble maximum. Et on essaye de partager des valeurs, mais aussi au niveau économique, on s'aide, on achète c'est comme une espèce de coopérative, quoi. On achète la nourriture en gros, on partage après dans les maisons, on s'organise pour pas avoir à tous avoir une bagnole. Ça crée un esprit communautaire, parce qu'il y a pas, pour l'instant, les gens ils ont honte aujourd'hui d'être français. Donc il faut... Si tu as honte d'être français, tu vas même pas aider ton frère français. Tu peux plus, quoi. Tu fais quoi? Alors c'est qui ton frère maintenant? C'est tout seul, avec ton compte en banque, tout perdu. Mais ça commence à changer. L'autre fois, j'ai reçu Adrien Abosi, on a parlé de ce sujet-là. On a évoqué la fameuse affaire Black M, que vous avez dû entendre parler aussi. Et lui, ce qu'il en ressortait de son analyse, il me disait, finalement, aujourd'hui, cette nouvelle opinion publique, elle pèse tellement que déjà, elle est capable de mettre la pression sur Internet, ce qui est déjà une nouveauté. Mais en plus de ça, lui, il retenait, il disait, on ne peut plus insulter la France comme avant. Parce que ceux qui insultent la France, il y aura des répercussions aujourd'hui. On n'est plus en 1998 où on pouvait... j'ai envie de dire, se déféquer sur la France comme on voulait. Tranquille. Et je veux dire, c'était même encouragé. Mais là, il semble quand même que l'époque est en train de changer, parce que Black M, au départ, évidemment, l'histoire paraît comme ça anodine, un rappeur qui était invité pour faire les commémorations de Verdun, et puis tout d'un coup, ce déchaînement sur Internet. Pourquoi? Parce qu'on a dit, mais attendez, c'est qu'un rappeur qui... a des paroles qui insultent la France, c'est inadmissible que cette personne soit... Et donc, du coup, ça veut dire que, finalement, cette insulte de la France, ça passe de moins en moins, quand même. C'est plus... j'ai l'impression qu'il y a quand même une opinion publique plus conséquente qui dit, ça suffit, quoi. On ne va pas se laisser insulter. Peut-être que je sais pas... Peut-être, en tout cas, l'onde favorable à ce que la France soit insultée est beaucoup plus proportionnellement supérieure à l'onde de ceux qui défendent le pays. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas en train de s'inverser, justement, c'est ce courant-là. On sait pas, au final, ça profite à qui l'affaire Black M, on sait pas à qui. À mon avis, j'avais cru entendre dire qu'il avait, que ça lui avait fait une promotion d'enfer. Pour le coup, oui, c'est pas hard. C'est toujours pareil dans le genre d'affaires, il fait toujours le scandale est toujours bon, c'est pour ça que... Le scandale est bon dans le showbiz. Ah ouais, dans le showbiz, le scandale est bon, donc du coup, c'est sûr que Black M, là, ça fait un peu une victime de la France. Donc on imagine qu'il va y avoir des répercussions. Oui, parce qu'on a évidemment... on a bridé quelqu'un, un rappeur. Quoi. Voilà, qui a parlé tout de suite de racisme, etc. Évidemment, Black M, c'est parce qu'il était noir que les gens n'en voulaient pas. Bon, ce qui n'est pas le fond de l'affaire, en plus. Non, puis il faut voir ce qu'ils ont fait à la place, en plus.
la course des gosses au milieu des tombes et tout, avec les tambours J'ai trouvé ça un peu complètement surréaliste, mais bon, c'est une espèce de nouvel art, je sais pas comment on peut l'appeler. Ah, c'est complètement... On m'a montré d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu aussi le tunnel de Saint-Gothard, avec une espèce de cérémonie un peu très étrange, avec un bouc. Très mystique, hein. Il y a une exposition aussi en ce moment à Lille, dans les rues de Lille. On m'a envoyé des photos tout à l'heure assez incroyables avec des bébés mélangés avec des dinosaures, alors des espèces de bébés avec des grandes queues ou des ailes de chauve-souris. Ça c'est de l'art justement, on reparlait de ça au niveau de la fleur de lys. Et c'est vrai que l'art contemporain, il naît directement de la République d'une certaine manière, enfin d'un système complètement raté, où il n'y a pas de... Il y a de transcendance dans l'art. Ouais, puis qui n'est pas enraciné en fait dans une tradition, dans une religion, dans quoi que ce soit en fait. Et donc du coup, vous arrivez à des aberrations, les mecs, il faut qu'ils aient une créativité, donc ils vont l'exprimer en fait d'une façon anarchique. Donc ça va faire des bébés au milieu des dinosaures, c'est sympa. Mais Léonard de Vinci, il aurait dit non, quoi. Il aurait dit... Travaille encore un petit peu, quoi. Ça va venir. Quelque chose. Vous êtes un peu nostalgique d'une France passée, un peu. Des fois, j'ai entendu un peu de nostalgie, moi, dans vos textes, non? Peut-être, je sais pas. Nostalgique. Nostalgique un peu, non? Bah oui, disons qu'on voit bien que... par exemple, on parlait tout à l'heure, Retour des héros, voilà. Ça me fait un peu nostalgique. Ils sont plus là, disons que l'état du monde à l'heure actuelle, et de la France en particulier, ne permet pas à ce que des personnages tels que les héros qui sont décrits dans cette chanson viennent combattre. Parce que c'est vrai que maintenant, tout le monde est un petit peu apathique, endormi, et puis qu'on voulait aussi parler d'un sujet qui nous touche à cœur, c'est vraiment l'avancée de la technologie qui participe de cette uniformisation des êtres et de cette apathie générale, de la jeunesse d'ailleurs, parce qu'on parlait hier des jeunes qui n'achètent plus de scooters par exemple, parce qu'ils ne sortent plus de chez eux, parce qu'ils sont tout le temps dans les campagnes, derrière leur smartphone. Le vendeur de scooters qui nous disait ça, oui. Ah, c'est marrant, parce qu'effectivement, dans les campagnes, il fallait un scooter à 4 ans. Ah, mais les scooters ne se vendent plus, même dans les campagnes. Voilà, donc c'est sûr que pour revenir à la question sur la nostalgie, c'est sûr qu'on est un peu nostalgique du monde d'avant la technologie, d'avant le temps où les gens étaient tous scotchés à leur téléphone portable et où ils étaient encore capables de sortir et de se rencontrer, quoi. On est nostalgique, mais on n'est pas... on se dit pas... On se dit pas que c'était forcément mieux avant, quoi. Le temps avance et puis chaque période a ses défis, quoi. Aujourd'hui, il y a des défis qui sont apparemment qui sont grands en fait d'une certaine manière parce que les gens sont extrêmement enfoncés, donc rester debout c'est un défi en fait aujourd'hui. Et donc du coup, par contre, il faut trouver des moyens pour rester debout et ça c'est intéressant. Il vaut mieux prendre son époque pour un défi que de se dire tous les jours que de se poser en victime, on se pose pas en victime. Parce que on imagine que nous notre jeunesse on l'a vécu dans les années 90. 90 et 2000 quoi. Mais ceux qui ont vécu leur jeunesse dans les années 60 ou dans les années 50, ils sont là, putain, c'est l'enfer quoi, on imagine quoi. Ouais. Mais non, il faut trouver des... Non, tout moment est bon pour trouver des choses à faire quoi. C'est quoi d'ailleurs, selon vous, les grands défis là, que la France doit mener pour, on va dire, se remettre sur les rails, si il existe quelque chose à faire. En tout cas, c'est quoi les grands défis là? C'est la France ou les Français plutôt. En fait, c'est les différents peuples du monde qui doivent trouver une manière de se réveiller déjà, quoi. Parce que comme dit Dominique Vueller, il y a un phénomène d'endormissement quand même général des populations qui sont assoupies par le matérialisme ambiant. On va dire, la consommation, c'est un phénomène terrible. En fait, tout le monde vit aujourd'hui pour consommer des trucs, quoi. Lui, il disait, quand il était ici, il disait de toute façon, rien ne bougera tant qu'il y aura à manger dans le frigo. Ah oui, bien sûr. C'est clair. Mais il y a pas de révolution. Il n'y en aura plus. Là, par contre, il dit, là, quand il n'y aura plus peut-être qu'il se passera quelque chose. Peut-être, mais et encore. Nous, on ne croit pas du tout aux révolutions populaires, en fait. On pense que, comme ça a été le cas en France, la révolution populaire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détruit les peuples, en fait. Parce que 80% de la France ne voulait pas de la révolution. Ils étaient attachés à leur roi. Vous n'allez pas me dire qu'en 89, tous les gens... Ah oui, on est gauchiste extrême, on va tout balancer. Non, les gens c'était des paysans et ils savaient à peine lire. Enfin, c'était des gens hyper simples. Donc c'était une minorité de personnes extrêmement décidées, extrêmement organisées pour pouvoir renverser le pouvoir. C'est ça qui s'est passé. Donc après, les défis qu'il y a aujourd'hui, c'est en effet le défi face aux banques internationales et à la technologie qui sert en fait quand même tous... qui sert la mondialisation. Peut-être tu peux parler d'Adinolfi, tu sais, de sa vision Adinolfi, par exemple, de reprendre le pouvoir d'une certaine façon. On peut faire une petite publicité. On l'a reçu, ça va.
Il fait des saluts romains. C'est ce qu'il nous a dit sur l'émission. Ah oui, d'ailleurs, il semble que vous ayez mis une photo de nous en train de faire un certain salut un peu provocateur. On m'a dit que c'est des saluts romains. J'ai dit, bon, bah c'est autorisé. On peut préciser quand même que dans le clip, ce clip a été censuré à cause de ce salut d'ailleurs. Ouais. Ah oui. Ah d'accord. Et en fait, on voit pas, mais dans le clip juste après, on a le poing levé. Et donc ce salut des camarades n'a pas été montré. Bon, on n'a plus le droit de saluer. D'accord. Bon. On n'a plus le droit de saluer. Pardon, donc, mais donc du coup, Gabriele Adinolfi, il a un projet qui est intéressant, qui s'appelle le projet Europe et le projet Lansquenet. Donc les Lansquenets, c'était des mercenaires allemands très puissants. Enfin, très originaux apparemment dans tous les cas. Et donc du coup, il dit en fait que bon, il y a le pouvoir politique, électoral, qui est intéressant, mais au-dessus de ce pouvoir électoral, il y a un pouvoir plus grand, qui est le pouvoir des banquiers internationaux, on va dire, qui tiennent la banque, qui tiennent le trafic de drogue, qui tiennent le trafic d'armes, les différents trafics les plus importants, on va dire. Et puis en dessous donc il y a ce pouvoir international, le pouvoir politique électorale, et puis en dessous un pouvoir, on va dire, un entrelac de pouvoir et d'influence, d'entreprise, on va dire, de plus ou moins des petits lobbies, on va dire. Et en fait, en fait le pouvoir électoral il est pris entre ces deux autres pouvoirs. Et donc, pour reprendre du pouvoir, en fait, les gens qui sont réactionnaires, on va dire, ils ne peuvent pas espérer aller tout de suite dans le pouvoir électoral, dans le pouvoir politique réel. Mais par contre, ils peuvent reprendre du pouvoir dans la troisième zone, dans la zone des petits lobbies, quoi. Donc il faut recréer justement un pouvoir de communauté, on pourrait dire, un pouvoir de mini-lobbying, quoi. Et c'est ça, à mon avis, les défis. Le défi politique actuel, il est dans justement, on a atomisé tous les gens, tous les peuples, on a fait des individus anxieux de leur compte bancaire, comme c'est le rêve de Jacques Attali, quoi, parce que Jacques Attali il veut des gens déracinés, des gens individualisés à mort, qui n'ont plus de culture, qui sont un être nomade. Comme il y a une formule hier, il dit un estomac prolongé par un sexe. Un estomac prolongé par... C'est lui qui dit ça? Alors je ne sais pas si elle est de lui, en tout cas il l'a répété plusieurs fois ici, il disait un estomac prolongé par un sexe, il soit nomade, sans patrie, sans sexe, sans religion, et voire même sans culture, puisqu'en fait c'est une culture mondiale, on n'est pas... Voilà, en fait un être dépouillé de tout. Oui, voilà, c'est ça. Donc du coup on pense que le grand défi actuel, en effet, c'est de pouvoir se rassembler, de pouvoir s'entendre ensemble, et de pouvoir recréer des foyers culturels, des foyers de puissance, des foyers de production indépendants, quoi. Reprendre en fait justement cette idée de souveraineté, mais d'un niveau beaucoup plus petit, beaucoup plus humble en fait. Et donc du coup, parce que à chaque fois on voit des grands penseurs nationaux, ils pensent Troisième Reich, les mecs, quoi. Donc, mais ça, c'est pas possible, et puis en plus ça a échoué. Et aujourd'hui, la donne, elle est complètement différente. On ne dit pas qu'on est pour le Troisième Reich du tout, mais on pense par contre... Non, tu ne dis pas ça. Non, puis même, parce que le Troisième Reich, de toute façon, il n'en avait rien à foutre des Français. Il était allemand et il ne voulait pas que les Français, enfin les nazis, c'est pas une affaire de Français. Vous ne pouvez pas être Français et nazi. Vous êtes germain si vous êtes nazi déjà, quoi. Donc ça n'existe pas, quoi. Ça, faut bien le remettre parce que c'est assez pénible. Dans les médias, il y a tout plein d'amalgames comme ça qui sont pénibles parce que les gens... Pas d'amalgame. Non, mais qui sont... Non, parce que... Ouais, c'est le truc de... Non, parce que c'est un slogan maintenant. Ouais. Pas d'amalgame. Non, mais qui sont... En vrai, la pensée va pas vraiment très très loin en général dans les médias, donc ils pensent pas par exemple que c'est impossible pour un Français vraiment d'être nazi. Ça n'existe pas. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au fait que ce qui comptait, c'était que les gens puissent se regrouper et travailler ensemble. Ouais. Et nous, on a pu un petit peu approcher les milieux nationalistes par le travail des brigandes. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient quand même un problème entre eux de cohésion. Ils n'arrivaient pas à se soutenir les uns les autres, à s'entraider. Donc tous ceux qui ont eu un désir de protéger la France et de la défendre et de parler en son nom, en fait, ils se tirent dans les pattes les uns les autres. Et en grande partie, à cause d'une sphère, on va dire, jésuitique, qui ne met pas l'aspect social en premier, mais qui met d'abord l'aspect religieux, alors qu'en fait, on est français avant d'être catholique. Et le problème, c'est ça. Hein. Bah, le problème, c'est ceux qui sont
catholiques avant d'être français, quoi. Comme il y en a qui sont juifs avant d'être français, ou qui sont musulmans avant d'être français. Et donc ça pose un problème. Français avant tout. Bah, si vous avez, il faut pas confondre tous les plans, quoi. Il y a le royaume de Dieu et puis les royaumes sur terre, quoi. Quand on avait posé la question, il me semble bien, c'était Éric Zemmour dans une émission sur On n'est pas couché, et c'était Francis Huster qui lui demandait mais vous sentez quoi? Il avait dit je suis un Israélite français. Moi ça m'avait choqué parce qu'il avait bien dit je suis un Israélite français. C'est-à-dire déjà tu mets Israélite d'abord et après France, mais comment on concilie les deux? C'est quelque chose que je comprends pas moi en fait. C'est pas évident, quoi. C'est-à-dire la double allégeance, quoi. Ça me paraît un concept un peu trouble. Schizo, voilà, comment on fait c'est parce qu'il n'y a plus vraiment de concept, on ne sait plus vraiment qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui. Être français aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est quoi la culture française aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème d'identité en effet, quoi. On avait interviewé justement Jean-Yves Le Gallou dans une émission sur les médias et on lui avait demandé à la fin pour vous c'est quoi, qu'est-ce que c'est le combat actuel? C'est le combat pour l'identité, quoi. Donc le combat pour l'identité française, mais elle est à redéfinir et on voit qu'il y a énormément de gens comme par exemple Dominique Vénère qui a énormément travaillé justement pour ou même Adinolfi travaillait beaucoup là-dessus pour l'identité. Là maintenant on parle plus d'identité forcément française, mais on parle d'identité européenne, quoi, aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est... Parce qu'on voit qu'il y a une volonté clairement d'effacer cette identité française et de la remplacer par une espèce de truc supérieur, européen. On parle d'un peuple européen, c'est une notion qu'on entend beaucoup. Et peut-être j'entends beaucoup parler de citoyenneté européenne, je trouve ça. Donc on veut faire naître vraiment le concept de se sentir appartenir à une entité Europe qui n'existe pas, artificielle. Mais finalement... semblable à l'entité Amérique, quoi, au final. Voilà, quelque part. Est-ce que toutes les entités qui ne sont pas un peu artificielles, parce que bien sûr, c'est artificiel. Quelque part, la France aussi est une entité artificielle, c'est une construction politique. Construction politique, bien sûr. Donc, à l'image même de ce qui s'est passé en France, dire tiens, on peut l'étendre à tout le reste de l'Europe et faire de ces Européens un peuple finalement. Même s'ils sont tous différents. Donc nous, on a une vision pas totalement matérialiste de la vie, où on considère que les êtres sont dotés d'une âme et que cette âme, elle a des caractéristiques qui est propre à l'endroit où elle s'incarne et donc à son pays. Donc en ce sens-là, il y aurait quand même des particularités qui seraient spécifiques aux Français et d'autres aux Anglais et d'autres aux Allemands, etc., etc. Bien sûr, c'est des conditionnements, on va dire. Quoi. Mais ce qui est intéressant en termes d'identité, dans tous les cas, c'est qu'une identité, c'est une identité d'une communauté, quoi, d'une communauté donnée. Quoi. Alors actuellement, la communauté française, elle est extrêmement disparate, en fait. Quoi. On ne sait plus trop... parce qu'elle n'a plus forcément de religion depuis 1789, évidemment, il n'y a plus de... Enfin, il y a une religion qui est catholique, toujours, mais elle est de plus en plus abandonnée, on va dire. On voit qu'on vend les églises, on les détruit, on les transforme en mosquées. Même pour celui qui n'est pas catholique, il a un petit pincement au cœur, quand même. On les brûle aussi, beaucoup. Oui, j'ai vu, on les brûle. Bon, c'est un peu choquant, cette nouvelle France, quand même. Du coup, il faut se demander s'il y a un défi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Parce que on reste là en disant oh, putain, c'était mieux avant, ça on se dit mais qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et quel pouvoir on a? Ça me permet de rebondir parce que tu as parlé d'identité. Et précisément, l'identité, je pense, sera au cœur du débat présidentiel. Ça va être... Est-ce que c'est pas un enjeu majeur, justement, aujourd'hui, cette identité française? Sarkozy avait même voulu créer un ministère de l'identité nationale. Un de ces jours-là. Lamentablement, un jour père. En tout cas, il avait, je pense, compris en bon marketeur qu'il était à l'époque, que c'était un filon, en tout cas, qu'il y avait quelque chose derrière, une notion auquel les gens étaient attachés. Dominique, pas Dominique, mais Philippe de Villiers avait dit ça un jour. Sarkozy, il y a quelqu'un qui vient lui dire chaque jour. L'opinion a envie que tu parles de ça, quoi. Enfin, le peuple français, c'est ce qu'il attend, quoi. Donc aujourd'hui, il faut parler d'identité parce qu'il est inquiet sur son identité. Donc il va parler d'identité. Puis le lendemain, ils vont lui dire c'est le portefeuille. Parle du portefeuille. Voilà, c'est ça. Donc c'est sûr que c'est de Mais il avait touché juste, je pense, qui était un problème, en tout cas, parce que se poser cette question, on l'a vu d'ailleurs par la suite, ça a tourné court avec son fameux débat sur l'identité d'ailleurs, c'était le fameux débat sur l'identité qui a tourné on va dire, un espèce de pugilat anti-musulman, mais qui était très mal fait finalement et qui n'a rien donné. Bon, in fine, je trouve ça un peu... c'est un projet qui est parti aux oubliettes et puis dans l'eau, qui n'a pas abouti du tout, parce qu'on n'a pas défini, justement. Et ça pose un problème, c'est-à-dire que la France, en fait, n'a même pas réussi à se définir. En fait. Elle ne veut plus se définir, non. On n'arrive plus à se définir. Et là, on a eu la preuve d'un débat national
On n'arrive même pas à se les définir. C'est inquiétant quand même. Bah, c'est inquiétant, et puis je pense pas qu'un ministère de l'identité puisse changer quoi que ce soit. Si vous commencez à créer un ministère de l'identité, c'est que vous avez un putain de problème dans votre pays. T'es obligé de forcer les gens à... Bah, ce serait comme si toi tu disais putain, il faut que tous les jours je me rappelle comment je m'appelle. Ouais, c'est ça. Mais déjà, peut-être que si on coupait la télé, les gens auraient plus de facilité à retrouver leur identité. Bah, parce que aujourd'hui les gens ils ont plus d'identité parce que Beverly Hills, parce que la culture américaine énormément. Oui, alors vous en parlez, l'américanisation, vous avez fait un Ah bah ouais, l'américanisation. Comment on devient américain. Comment on devient américain. Bien sûr, l'américanisation. Alors l'américanisation, vous pensez que c'est elle qui est grandement responsable déjà de cette perte d'identité en France? Ah ouais, bien sûr. Tout à fait, ouais. Ah ouais, depuis 1945 quoi. Bah, il suffit de sortir dans la rue et de regarder un peu comment sont les gens. Hein. On a compris qu'on est dans une série en permanence. Hein. De toute façon, il y a pas en 1945, il y a eu un truc très intéressant. Et en fait, les Français ont dit qu'est-ce qu'on vous doit aux États-Unis pour nous avoir libérés, entre guillemets. Donc, les États-Unis, on dit rien, on veut juste 80% des médias. Ouais. Donc 80% de la diffusion télévisuelle et radiophonique. Voilà. Et donc, du coup, à ce moment-là, les mecs, ils ont dit oui, ils se rendaient peut-être pas compte de ce que ça allait faire. En fait, le pouvoir des médias, après, vous pouvez changer les gens, vous pouvez leur dire blanc, noir, après c'est l'école de Francfort, quoi. Vous pouvez leur dire que donc, en fait, la neige est grise. On va dire en une ou deux générations, on a américanisé les Français. Oui, en deux générations. En deux générations. Les années 50, le jazz et tout, et puis les années 60, le yéyé, le rock'n'roll, terminé. À la France, bah ouais, parce que avant, en les années 50 encore, c'est Charles Trenet et tout ça, et puis après, c'est rock'n'roll en fait, quoi. On est obligé après de singer les Américains. Et après, c'est Mark Schumann, Joe Dassin, l'Amérique. Voilà. D'accord. Ça se voit dans la musique est un super révélateur après pour ça. Et après, on voit que depuis les années 60, en fait, tous les pays en fait essayent de faire comme les Américains en fait. Il n'y a plus vraiment de... Il y a un copiage permanent, mais il n'y a pas vraiment d'originalité. Alors on peut parler de la French Touch dans la musique ou dans les trucs comme ça. Mais bon, ça reste de l'électro, mais comme là-bas, quoi. Pareil. Alors ils sont quand même, il faut bien le dire, très forts en musique et très forts en... Ah, très fort. Très fort, dans beaucoup de domaines. Comme dirait M, on fera jamais mieux que les ricains, quoi. On peut pas faire, mais sur leur terrain. Mais après, des belles chansons, les beaux textes. Quand vous voyez les textes américains, vous pleurez un peu, quoi. Les textes français, vous dites waouh. C'est ça aussi. Mais est-ce qu'ils ont pas une approche qui est très différente? Très différente. Leur mentalité est différente. Voilà, évidemment, ils sont... Voilà. C'est pour ça qu'on compare pas les arts, on dit pas que c'est mieux ou c'est moins bien, mais on dit... En France, il y a des choses extraordinaires. Quoi. Il y a quand même des Américains très intelligents qui soutiennent les brigandes, qui nous envoient des mails, qui disent qu'ils adorent ce qu'on fait. Catholiques américains. Ah oui, des catholiques américains. Aussi, ouais. C'est des vacantistes américains. Ouais. Non, parce que les États-Unis, enfin, je sais comment ils abordent souvent les anglo-saxons, surtout les américains, la musique, c'est très rythmique. C'est beaucoup de gimmicks, ils aiment beaucoup la rythmique. En France, nous, on est plus attachés au texte. Oui. C'est plus mental. Il faut que c'est du sens. Eux, c'est plus sur la zone du bassin. Exactement. Eux, il faut que ça groove, comme ils disent, qu'on a envie de bouger la tête. Sûr, nous, on a envie de faire bouger nos neurones, il faut que ça nous atteigne, ou alors le cœur. Enfin, c'est quelque chose qui est plus lié à un niveau mental, supérieur, et eux, à quelque chose de plus rythmique. Absolument. Allez, ça va leur plaire. D'où sors-tu ce terme? Non mais voilà, c'est vrai qu'il y a deux approches. Bon, on va se fâcher avec les Américains. Non, on est déjà bien fâchés. Non, c'est vrai, ça c'est les peuples après. C'est la nature des peuples, on les invente pas quoi. Un Français, il reste. Ça fait partie de l'identité française. Ça change pas justement. C'est là on voit justement que les Français, c'est des gens mentaux. Qui coupent les cheveux en quatre. Les Allemands, c'est autre chose. Les Italiens, c'est autre chose. Chacun a ses qualités. Ses qualités, ses défauts, ses caractéristiques. Quoi. D'ailleurs, d'où l'histoire d'une espèce de peuple européen, c'est une chimère. Quoi, parce qu'ils sont trop différents. Enfin, celui qui connaît l'Europe, à part, justement, est-ce que cette vision, en plus, moi je trouve d'un peuple américain, on a l'impression que c'est une vision, justement, peuple européen, pardon, c'est une vision très américaine. Parce qu'aux États-Unis, ils parlent d'Europe. Et ils sont incapables de différencier. Situer, même Paris. On met un Français, un Allemand, un Belge, c'est pareil, vous êtes des Européens, quoi. En gros, ils vont pas à Bruxelles et croient que c'est en France. Enfin bon, ils vont pas. Voilà. C'est que les Européens, eux, par contre, jamais de la vie, ils font cette différence. Mais du côté américain, on a tendance à. Bon, allez, on fait un package, on met tout ensemble. On a l'impression que cette vision de se dire, oui, on va pouvoir mettre les Européens, c'est vraiment les Américains, quoi. Mais que les Européens, eux-mêmes, au fond, le savent que. Ça ne se fera jamais, quasiment. On peut pas forcer. Il y a sans doute une volonté, justement, mondialiste de faire ça, quoi, de tout fondre. Mais
Ça pourra pas se Mais faire un Allemand, naturellement. il reste un Allemand, un Français, il reste quand même, de par sa langue, tant qu'il utilise sa langue et tout, ils ont déjà enlevé la monnaie, mais tant qu'il y a la langue, c'est pour ça que justement la Révolution française, on se faisait taper dessus quand on parlait le breton quoi, dans les écoles. Ils ont mis en place les écoles pour formater, c'est pas par don pour l'humanité, c'est pour formater des êtres et pour les mettre au pas de l'industrialisation. Quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas, alors justement, juste avant la pause, la dernière question, est-ce que justement cette Révolution française, est-ce que tu viens d'expliquer qu'il y a forcé, on va dire, à imposer le français, on va dire, au forceps, mais est-ce que ça n'a pas contribué à la construction aussi de la France et à souder justement peut-être des Bretons, des Basques, des Savoyards, des Auvergnats, des Strasbourgeois qui n'ont rien à voir, qui parlent des langues différentes, enfin rien à voir si, mais qui sont quand même très différents justement par la langue. Bah, ça les a soudés, mais dans un système... Ça a tout nivelé par le bas, ça en fait. Ça a tout nivelé par le bas, oui. Parce qu'avant, ils étaient soudés par une spiritualité, par quelque chose comme ça. Par la religion, par la langue aussi, d'une certaine façon, parce qu'il y avait quand même des... Oui, on parlait français, plus ou moins. Mais il y avait un respect de la province et du... C'est ça, ouais. On respectait, c'est-à-dire quelque chose, d'ailleurs, qui n'est plus en France, c'est-à-dire de respecter les petits bouts de territoire. La France, on sait, c'est le côté... Jacobin, c'est-à-dire tout le monde pareil, pour tout le monde, même celui qui habite à 20 000 km à Nouméa, il doit obéir à la loi de la République, etc. Il y a pas de, on laisse pas d'espace de liberté. C'est tout l'inverse d'ailleurs des anglo-saxons, qui n'ont pas du tout sur la même ligne que nous. Qui réussissent bien. Voilà, bah, sur ce côté-là, beaucoup mieux que nous. C'est sûr ils laissent l'espace de liberté. Ils laissent l'espace de liberté. Quand ils allaient en Inde, ils forçaient pas les hindous tout à fait. à adopter leurs mœurs. Bon, ils ont quand même génocidé l'Australie, les Amériques. C'est vrai. Mais après, l'Inde, ils pouvaient pas, c'était trop... Mais ils étaient pas dans la même conception coloniale que la France, quand même, faut bien... Parce que, est-ce qu'il n'y a pas une utopie française, un peu aussi, de dire on va aller coloniser les Africains, ils vont devenir français? C'était pas un peu utopique? Parce que les Anglais, eux, n'ont jamais réfléchi comme ça. Les Anglais ont toujours dit on va en Afrique, on colonise... Mais ce sont des Africains. Et d'ailleurs, ils ont toujours marqué la différence. Ils n'ont jamais cherché à dire oui, ils vont devenir anglais... Non, alors que nous, non, on sait, la France était dans une espèce d'utopie quand même. Ah ouais, elle était dans une utopie, bien sûr, un idéalisme. D'ailleurs, c'est ce qui a fait la Révolution française, les Lumières, et ça a fait c'est le mental français qui fait ça. C'est qu'à un moment donné, il barjote, il devient dingue, quoi. L'idéologie des Lumières, elle est née en France, quoi. Et ça fait la Révolution. C'est une continuité de cette idéologie des Lumières, de dire on va... C'est pour tout le monde, c'est tellement universel. C'est universel. Même l'Africain, au fond, il va tomber en lisant les droits de l'homme et il va devenir français. Ça, c'est évident. C'est sûr mais on ne voit pas comment une unification qui serait née d'un pays qui serait né sur un génocide tel que le génocide de Vendée aurait pu produire quelque chose de positif dans un pays. Donc, et c'est ce qu'on essaye aussi de passer comme message. Peut-être qu'on en parlera dans la deuxième partie. On en parlera dans la deuxième voilà, partie. Mais par rapport à cette unification mondiale, on est persuadé que ça ne va pas se faire de manière positive. Ça va forcément être fait par la force. D'accord. Eh ben, on va faire la pause, c'est l'heure, la régie. Nicolette, normalement, on voit pas grand-chose, mais normalement, c'est bon. On fait la pause et on revient juste après, toujours avec les Brigandes.